Comment dessiner en perspective? Première partie, introduction à la perspective. Ce que nous allons voir dans cette première partie, avant-propos, c'est quoi une perspective? Comment les hommes perçoivent-ils les objets? Aperçu sur la vision humaine, vision moléculaire, binoculaire et globale, avec des illustrations graphiques animées. Le cône de vision, qu'observons-nous en réalité? La hauteur et l'angle de la ligne d'horizon, le placement des lignes de fuite, et avec des illustrations animées et des exemples. Avant-propos, l'obtention d'une représentation visuelle aussi fidèle que possible à la réalité des objets de la vie quotidienne, d'une architecture ou même des dessins provenant de notre imagination, passe inévitablement et primordialement par la compréhension des perspectives qui permettent de réaliser de bons dessins en 3 dimensions. C'est quoi une perspective finalement? La perspective est définie comme étant l'art et la technologie qui permettent de représenter un objet en 3 dimensions sur une surface plane, telle que les feuilles de papier, les murs ou même les écrans d'ordinateur. La perspective permet d'éviter la représentation plate qui ne peut exprimer qu'une seule face des objets dessinés. La combinaison de la perspective, des ombres et de la lumière donne au dessin réalisé en 2 dimensions une impression de volume. Comment les hommes perçoivent-ils les objets? De nature, l'être humain voit le monde en 3 dimensions. Donc, notre perception des choses est soumise à la perspective. Toutefois, il faut remarquer que le champ visuel des humains est limité à 220 degrés, alors qu'il est de 360 degrés pour les animaux et pour certains insectes. Aperçu sur la vision humaine. Explication. Rappelons que le champ de vision est divisé en 3 parties. La vision monoculaire, la vision binoculaire et la vision globale. La vision monoculaire, elle est caractérisée par un angle variant de 95 à 110 degrés, relatif à un seul œil, et permet une vision plus déformée et comprimée de l'environnement et la détection rapide des mouvements par l'individu. La vision binoculaire, ce champ de vision est de l'ordre de 60 degrés pour chaque œil et il est propre aux 2 yeux, occupant ainsi un angle global de 120 degrés. Il permet à l'être humain une perception plus ou moins précise de son environnement, proche ou éloigné. La vision globale, elle résulte de la combinaison des 2 visions monoculaires et binoculaires des 2 yeux. Et de ce fait, elle couvre un angle global de 220 degrés. Schématisons tout ce que nous venons de voir. On a l'œil gauche avec son axe de vision devant et son champ de vision monoculaire, comme je viens de le dire, qui est égal à 110 degrés. Regardons maintenant pour l'œil droit, toujours un axe de vision devant l'œil et la vision monoculaire de l'œil droit qui est aussi égale à 110 degrés. Ce qui va nous donner la vision binoculaire qui est égale à 120 degrés. Et enfin, la vision globale qui est égale à 220 degrés. Le cône de vision. Explication. Ce cône visuel représente ce que nous voyons. En effet, ce champ
ne forme pas simplement un cercle, loin d'être parfait, mais en dessin on le considère ainsi, mais plutôt un cône qui s'oriente en fonction du regard. C'est pourquoi tout mouvement du regard s'accompagne d'un mouvement du dit cône et en pratique d'un changement considérable au niveau du dessin. Schématiquement, donc, nous avons le cône, c'est-à-dire le regard, il est vers la droite. Pour ce cas, le regard est devant. Et enfin, l'observateur regarde à gauche. Qu'observons-nous en réalité? Remarque, pour comprendre c'est quoi la perspective, il faut observer son entourage. Donc, prenons une photo et essayons d'analyser ce que nous voyons. Mais avant cela, rappelons les principaux termes utilisés en relation avec la perspective et que nous emploierons ultérieurement. Donc, on a le plan sur lequel on va dessiner, qu'on appelle aussi le tableau. On a le sol représenté par un plan, qu'on appelle sol ou géométral. C'est un plan de référence. Il est à hauteur quelconque où on projette les verticales des objets à représenter. L'autre plan, qui est appelé le plan d'horizon, c'est un plan qui passe par l'œil de l'observateur. La ligne d'horizon, c'est l'intersection entre le tableau et le plan d'horizon. Elle passe par le point principal. La ligne de terre, c'est l'intersection entre les deux plans, sol et tableau. Le point Q, point de vue de l'observateur de la scène. Et le point principal, qui est appelé aussi point de fuite, qui est la projection du point Q sur le tableau. Analyse d'une photo. Les arêtes. Considérons cette photo. On remarque que l'arête qui est en face de l'observateur, la plus proche bien sûr, paraît grande. Et que l'arête au fond, c'est-à-dire l'arête qui est loin de l'observateur, nous paraît petite. Alors qu'en réalité, les deux arêtes sont de même taille. Aussi, on remarque qu'en projetant les deux lignes, celle du bas, du sol, et celle de la toiture, on constate qu'elles finissent par se rejoindre en un seul point. Si on procède de la même façon avec toutes les autres lignes de l'image, concernant les ouvertures, les marches, les escaliers, les terrasses, etc., on remarque que ces lignes vont converger vers ce même point. D'où on constate que toutes les lignes qui sont en réalité parallèles nous paraissent comme fuyantes vers un même point. C'est ce qu'on appelle un point de fuite. Ligne d'horizon. Considérons cette photo. On remarque qu'en regardant la mer, nous avons l'impression qu'une ligne parfaitement droite semble marquer l'horizon. Cette ligne imaginaire constitue la limite entre la mer et le ciel. Considérons ces deux photos, on remarque qu'on y trouve aussi ce genre de ligne imaginaire qui marque les limites des rives du lac, les deux limites ici, et la limite du vaste champ. Positionnement de la ligne d'horizon. Explication. Tout observateur est en mesure de décider du placement de la ligne d'horizon, que ce soit dans la réalité, sur un dessin ou même sur une photographie. En effet, la ligne de vision
dépend du regard de l'observateur. Elle est placée en fonction de la hauteur d'où l'observateur prend sa photo par rapport au cadre de l'image. Schéma. Considérons ces trois cadres d'image pour matérialiser la ligne d'horizon. Et on voit, donc la première, on a positionné notre ligne d'horizon à 2/3 du dessin, c'est-à-dire on a réservé 2/3 du dessin au sol et 1/3 au ciel. Pour ce deuxième exemple, la ligne d'horizon est placée tout juste au milieu, c'est-à-dire 1/2 à 1/2. Pour ce cas, nous avons réservé les 2/3 du dessin au ciel et le 1/3 est réservé au sol. Exemple 1, route, et exemple 2, hangar. La route à représenter en perspective. Premier cas, horizon à 2/3 de l'image. Prenons notre cadre, plaçons notre ligne d'horizon, comme j'ai dit, à 2/3 de l'image, c'est-à-dire à 2/3 de l'image par rapport au sol. Plaçons une ligne verticale qui va passer par le point de fuite. Traçons les différentes fuyantes et commençons par matérialiser notre route. Donc on a tracé ici les bas-côtés, on place l'éclairage, les arbres de côté, voilà, c'est ainsi qu'apparaît la route en prenant, comme j'ai dit, la ligne d'horizon à 2/3 de l'image. Ce cas, c'est pour une ligne d'horizon placée à 1/2 de l'image. Enfin, on a placé la ligne d'horizon à 1/3 de l'image. Toujours, la référence, c'est par rapport au bas du cadre. Deuxième exemple, hangar. L'horizon est placé à 1/2 de l'image. Le cadre, la ligne d'horizon, la ligne verticale et le point de fuite, les différentes fuyantes. On parlera de ce genre de lignes dans d'autres modules. Plaçons maintenant les fermes de l'hangar, leur liaison finale, schématisation des murs, le fond de l'hangar, les fuyantes pour les ouvertures de côté, fenêtres par exemple, la toiture, le sol, enfin, nous avons l'aspect final de la perspective. Hauteur et angle de la ligne d'horizon. On peut modifier la hauteur de la ligne d'horizon ainsi que son angle. Toutefois, ce changement d'angle induit des modifications considérables dans une perspective, entre autres au niveau du parallélisme des lignes verticales. Considérons cette représentation. La ligne d'horizon est placée au milieu du cadre, donc l'observateur est placé ici. La ligne d'horizon qui est placée au milieu de l'image, le point de fuite, le cadre tel qu'on l'a imaginé, les lignes de fuite, et on voit que les verticales restent des verticales. Ligne d'horizon placée à 1/3 du cadre. C'est la contre-plongée. Nous expliquerons de quoi il s'agit là quand on parlera
de la perspective aérienne. Donc ici, l'observateur regarde le bâtiment vers le haut, la ligne d'horizon, le point de fuite, le cadre, les fuyantes, les verticales qui paraissent fuir vers un point plus haut que le bâtiment. Ligne d'horizon placée aux 2/3 du cadre, c'est la plongée. L'observateur regarde vers le bas. La ligne d'horizon, le cadre de l'image, les fuyantes et la représentation des lignes verticales qui ne sont plus maintenant verticales, mais paraissent fuir vers un point très bas par rapport à l'image. Aussi, on peut représenter la ligne d'horizon inclinée par rapport au sol. Placement des lignes de fuite. Remarque, avant de commencer le dessin d'une perspective et après avoir défini le cadre, il faut obligatoirement placer la ligne d'horizon sur le cadre. Une fois que la ligne d'horizon est tracée, il faut y placer le ou les points de fuite. Les points de fuite sont toujours placés sur la ligne d'horizon. Si la perspective est disponible pour y retrouver sa ligne d'horizon, il suffit de trouver les points de fuite et de les relier entre eux. Exemple 1. Créer une perspective. On se propose de créer la perspective d'une vue de côté d'un bâtiment. Le cadre, la ligne d'horizon, le point de fuite, la grande arête qu'observe l'observateur, la petite arête, une autre fuyante pour limiter le sol. Donc on représente ici schématiquement le sol, les murs, la fuyante pour la toiture maintenant, les fuyantes pour les ouvertures, fenêtres par exemple et portes, les verticales qui limitent ces ouvertures, les fenêtres par exemple, et la porte. Exemple 2, recherche de la ligne d'horizon et du point de fuite, perspective existante. Prenons cette image, on voit bien, on va tracer les fuyantes, et on voit bien qu'on a 2 points de fuite qu'on va relier par la ligne d'horizon. Direction des fuyantes et aspect de l'objet dessiné. Nous allons analyser le schéma suivant pour mettre en relief l'influence de la position de l'objet à dessiner par rapport à la ligne d'horizon et la verticale, passant par le point de fuite, sur la direction des fuyantes et de l'aspect de l'objet à dessiner, après sa projection bien sûr. Le schéma, donc le cadre comme d'habitude, la ligne d'horizon, la verticale et le point de fuite avec les fuyantes et les objets en perspective. Analyse, prenons l'image précédente, on remarque que les objets placés au-dessus de la ligne d'horizon et à gauche de la ligne verticale laissent apparaître leur face de dessus et leur face de droite. Les objets placés au-dessus de la ligne d'horizon et à droite de la ligne verticale laissent apparaître
leur face de dessus et leur face de gauche. Les objets placés sous la ligne d'horizon et à gauche de la ligne verticale laissent apparaître leur face de dessus et leur face de droite. Par contre, les objets placés en dessous de la ligne d'horizon et à droite de la ligne verticale laissent apparaître leur face de dessus et leur face de gauche. Les objets placés sur la ligne d'horizon et à droite et à gauche de la ligne verticale laissent apparaître uniquement leur face de droite. Par contre, les objets placés sur la ligne d'horizon mais à droite de la ligne verticale laissent apparaître uniquement leur face de gauche. Par contre, les objets qui sont placés sur la ligne verticale mais au-dessus de la ligne horizontale, la ligne d'horizon, laissent apparaître leur face de dessous. Enfin, les objets placés en dessous de la ligne d'horizon et sur la ligne verticale laissent apparaître uniquement leur face de dessus. Ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Généralité sur les perspectives axonométriques, étude des perspectives axonométriques, entre autres l'isométrique, la dimétrique, la trimétrique et la cavalière. Enfin, nous terminons par des illustrations graphiques animées sur tous les aspects traités dans cette vidéo. Pour nous contacter, pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les vidéos de la chaîne, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne ou m'envoyer un mail sur websavoir@hotmail.fr. Amplement merci pour votre attention.